Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez Epoca dans un de nos studios télé. Vous avez vu une petite vidéo qui vous montre toute l'offre d'accompagnement que nous avons pour réaliser des émissions digitales. On est ravis de vous accueillir pour cet événement hybride, puisque vous êtes un certain nombre en live à nous écouter, et puis nous accueillons dans un de nos studios, donc le Studio Cube, du public qui est avec nous aujourd'hui. On va passer 45 minutes ensemble pour discuter d'un sujet incroyablement à la fois passionnant, complexe et éminemment stratégique, puisqu'on va parler de marque employeur. Je suis Alain Damon, un des managers de l'agence Epoca, et j'anime l'expertise marque employeur et RH de l'agence. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de Patricia Parrain, qui est fondatrice de Village People Communication. Tu nous en parleras un peu, peut-être rapidement, mais agence spécialisée en accompagnement, en déploiement, en activation en médias RH. On se connaît bien puisqu'on travaille régulièrement ensemble. Et tous les deux, on va essayer de vous faire partager à la fois notre passion sur le sujet, mais surtout d'identifier les grands enjeux, les grands mouvements, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde de la marque employeur. Le titre de notre échange aujourd'hui, c'est de passer la marque de référence, la marque employeur de référence, à la marque de préférence. Alors, on a rajouté ce P-là à dessein, évidemment. Marque employeur de référence, c'est un peu l'expression classique qu'on entend, employer of choice. Et on sait que de plus en plus, des comités de direction demandent à leurs équipes de devenir marque employeur de référence. On a le sentiment et la conviction que le vrai sujet aujourd'hui sur la marque employeur, c'est un sujet d'émergence. C'est un sujet de visibilité, c'est un sujet de différenciation, c'est un sujet de préférence. Pourquoi? Et je crois que vous le voyez sans doute toutes et tous, avec les tensions extrêmement dures qui se passent sur tous les secteurs, les petites, les grosses entreprises, les profils qualifiés comme les profils qui ne le sont pas, des tensions considérables. Il se passe quelque chose, c'est que le rapport de force entre le candidat et l'employeur, il a changé. Il s'est en fait renversé. Il y a une campagne dont on n'est pas l'auteur, mais qu'on aime bien et qu'on montre souvent, qui est une campagne de Burger King que vous avez peut-être vue et qui capture très bien ce moment très particulier, puisqu'ils inversent les choses en fait, et ils disent recrutez-nous. Ils ont même fait une lettre de motivation de Burger King aux candidats. Donc ça dit quand même bien les choses. Alors, il y a des raisons qui font que ce marché s'est retourné, que c'est finalement maintenant les candidats qui ont la main. C'est que ces candidats-là, de façon générale, et en particulier sur la population des jeunes diplômés, ils ont la confiance. J'en profite pour vous partager très vite deux chiffres, enfin deux slides sur une étude qu'on fait depuis maintenant 10 ans avec Harris Interactive et l'étudiant, que certains d'entre vous connaissent sans doute parce que c'est un peu devenu aujourd'hui une référence. L'étude entreprise préférée des jeunes diplômés. On interroge chaque année depuis 10 ans plus de 10 000 étudiants de grandes écoles, d'ingénieurs, de management d'université, et aussi cette année de bac et bac plus 2. Et on essaie de comprendre un peu mieux comment ils font leur choix d'entreprise, quel est leur rapport au travail, qu'est-ce qui fait qu'une marque employeur peut être attractive pour eux. Et parmi les questions qu'on leur pose, on leur pose une première question qui est en fait celle de la question de confiance. On leur dit, est-ce que vous pensez que vous allez facilement trouver un emploi dans les 12 mois à venir? Et alors, vous savez, sur ce genre d'études, les amplitudes et les variations sont relativement faibles. Là, en l'occurrence, elles sont immenses, énormes, puisque en 2020, période de Covid, on l'imagine bien, les étudiants, ils perdent la confiance, donc ils se disent ça va être compliqué. En 2021, ça remonte, et 2022, on revient, et pratiquement sur tous les publics, un peu plus sur les écoles d'ingénieurs, on revient au niveau de confiance qu'on avait avant la crise. Donc, globalement, tous, ils se disent, mais je vais y arriver facilement. Et je pense qu'ils voient aussi, tout simplement, que le sujet de marque employeur, c'est un sujet médiatique. Ils voient bien que les entreprises ont du mal à recruter. Ça, c'est le premier chiffre qu'on voulait vous livrer. Le deuxième, et il y en a plusieurs, mais ça, c'est extrêmement intéressant. On leur demande chaque année quels sont les critères que vous prenez en compte pour choisir un employeur. Alors, ils peuvent avoir plusieurs réponses. Ce qui est très intéressant cette année, c'est que le premier critère de choix, c'est la rémunération et les avantages. Ça ne veut pas dire que d'autres critères ne sont pas là, l'ambiance de travail, la QVT, le métier qui a du sens, les conditions de travail, tous ces sujets qu'on a vu monter en domaine RH, et sur lesquels beaucoup d'entreprises d'ailleurs ont commencé à prendre la parole, continuent à prendre la parole. Mais le premier critère, c'est la rémunération. Alors, d'abord sans doute parce qu'ils ont la confiance, puis
aussi parce qu'ils voient bien que les conditions de vie, l'inflation, le coût de la vie a augmenté. Et nous, quand on échange, et on le fait très souvent, hein, avec des RH ou des équipes RH, ils nous disent tous, oui, effectivement, on sent que ce sujet-là de la rémunération, il devient un sujet plus important, et ça a des impacts, bien entendu, à la fois dans le dur sur la rémunération, pardon, mais aussi sur la façon dont on va en parler. Ouais, et puis vous allez voir, on ne va pas tout dévoiler, mais la partie rémunération, c'est aussi un critère qui devient de plus en plus important dans l'offre d'emploi. Donc, je vous donnerai quelques éléments et des petites clés de compréhension de cette notion de rémunération qui va devenir un passage obligé sur les offres d'emploi. Alors, nous, on a essayé de théoriser et de résumer un peu ce changement de rapport de force que j'évoquais, et on parle de consumérisation du marché de l'emploi, ou plutôt de candidat consommateur. Et quand on se dit, tiens, un candidat c'est un consommateur, on se rend compte finalement que l'analogie marche pas mal. Comme un consommateur, les candidats sont extrêmement bien informés. Ils arrivent en entretien en ayant fait leur travail, hein, et aujourd'hui, l'information est accessible, à la fois dans le dur sur l'entreprise, mais aussi sur sa culture, notamment. Comme des consommateurs, ils écoutent sans doute plus les avis d'autres candidats que les avis de l'entreprise. Comme des consommateurs, ils ont une exigence de rapidité, de qualité, de fluidité de parcours. Ils ne pardonnent rien. Et comme des consommateurs qui décodent le greenwashing, les candidats, nous semble-t-il, décodent aussi le candidate washing. Alors le candidate washing, c'est quoi? C'est des entreprises, et il y en a beaucoup malheureusement, qui dans leur discours marque employeur, leur discours RH, cochent un peu les cases et promettent une réalité qui n'est pas très crédible, puisque les candidats ont, on sait bien, au minimum une forme de distance et sans doute une forme de défiance par rapport à une réalité qu'on leur vend, qui, voilà, on dit tout va formidable, on est dans une entreprise entrepreneuriale, agile, accueillante, avec la qualité de vie, avec des carrières, tout ça finalement, voilà, ça se ressemble un peu. Et moi je dis souvent à mes clients, je leur dis, faites le wall test, comme on dit, c'est-à-dire prenez des sites carrières, enlevez le nom de la marque, mettez tout ça sur un grand board, et essayer de faire le travail. Qui dit quoi? C'est extrêmement compliqué. On va revenir évidemment sur ce sujet de la différenciation. Donc le candidat adopte des réflexes de consommateur hyper exigeants. Et ça, justement, ça crée pour nous 5 grandes exigences, 5 domaines d'exigence qu'on va balayer, et c'est un peu le menu, le programme du temps qu'on va encore passer ensemble. Des exigences qui nous semblent aujourd'hui indispensables à respecter pour que la marque employeur fasse un peu sa révolution. Dans notre façon de réfléchir, on pense toujours, on en reparlera, on parle de funnel, hein, en se disant effectivement qu'un candidat, il n'est pas le même, il n'a pas les mêmes attentes, et donc les enjeux de la marque employeur ne sont pas les mêmes, selon qu'on soit au tout début du funnel, quand on a envie un peu de se renseigner, qu'on doit donc rentrer plus dans une logique de séduction, que quand on est plus loin dans le funnel, où là, il s'agit de donner des preuves concrètes. Mais c'est en tout cas comme ça, nous, qu'on essaie de raisonner systématiquement dans les actions de communication marque employeur RH. La première exigence pour nous, là, c'est un peu un mot valise de mettre le candidat au centre. Alors, c'est pas nouveau, hein, et beaucoup d'organisations ont travaillé sur leur ATS, ont travaillé sur leur site carrière, sur leur parcours candidat. Mais pour nous, mettre le candidat au centre vraiment, c'est un peu comme quand on fait de la publicité, j'emploie ce vieux terme, je vais faire le vieux croulant, mais où la première chose qu'on fait, c'est qu'on se met vraiment à la place et on essaie de comprendre des candidats, on essaie de comprendre ce qui les fait bouger, on essaie de comprendre d'où ils viennent, on essaie de trouver des insights qui nous permettent de développer un discours. Trop souvent, les discours marque employeur sont assez descendants finalement, on essaie de se raconter, on ne part pas du candidat, et donc nous on travaille beaucoup sur, là aussi, un marronnier, mais des personas candidats ou collaborateurs, en sachant que, évidemment, on n'a pas les mêmes attentes selon qu'on postule pour être agent de maintenance ou conducteur de bus ou cadre supérieur. Et que l'enjeu va être notamment de faire redescendre un discours chapeau marque employeur. On entend bien qu'il faut être cohérent dans tous les signes d'action et avoir une EVP, on va reparler de ça, mais aussi ensuite adapter les discours selon les cibles, selon les audiences. Parfois, le rapport au travail ou au job est plus fonctionnel, parfois il est plus émotionnel. Donc les personas sont clés. Comprendre, partir d'insight, je disais, comprendre les motivations, les attentes. Alors, cette campagne Lidl, vous en avez peut-être déjà entendu parler, elle a fait beaucoup parler d'elle justement, parce que pour sans doute une des premières fois, on avait un annonceur qui, de façon extrêmement cash, pour le coup, et très visible, faisait des annonces avec le job, mais surtout la rémunération liée au job. Voilà, vous êtes opérateur logistique, voilà combien vous allez gagner.
Alors, ce n'est pas toujours facile à manier, hein. Ça va dépendre du niveau de compétitivité que vous avez. Il y a des gestions de l'interne aussi qui peuvent agir par rapport à ça. Mais c'est quand même assez intéressant. On parlait de l'importance du critère rémunération dans le choix des candidats. Ben là, on le prend directement en compte et on assume. Ça fait un travail pour la marque Lidl, hein, mais ça fait aussi un travail pour la catégorie et pour le secteur. Deuxième élément, c'est que quand on est sur un travail par audience spécifique, c'est de parler leur langage et de développer du contenu adapté. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Ça, c'est Doctolib. Alors, Doctolib qui a, comme beaucoup d'entreprises, des difficultés à recruter des profils tech. Les techs, on ne leur parle pas de la même manière qu'on parle à d'autres types de cibles. Et ils ont développé, notamment sur leur site, toute une profondeur de contenu et un langage, et vous regarderez, c'est très intéressant, ils parlent de stack, enfin, globalement, quand vous n'êtes pas tech, vous ne comprenez pas, hein, mais ils rentrent vraiment dans le langage en se disant, ben voilà, nous, on parle le même langage que vous, on a du contenu qui est adapté, versus simplement avoir un petit onglet ou une petite partie sur le site carrière en disant, oui, on est très tech, quoi. Donc, et on reparlera de ce sujet de la profondeur de contenu qui est importante. Comprendre les cibles, c'est aussi, je le disais rapidement sur Lidl, c'est travailler sur des secteurs qui en eux-mêmes ont quelques problématiques de réputation. Et on connaît bien ces sujets-là, on travaille avec un certain nombre de clients qui sont sur des secteurs qui ne sont pas forcément les plus glamour et les plus sexy, sur lesquels il y a parfois une perception de la pénibilité au travail, en gros des métiers qui ne donnent pas tellement envie. Et je voudrais qu'on lance en régie la campagne qu'on a fait pour le ministère de l'économie pour le tourisme recrute. Pour la vue, pour le contact, pour les contacts, pour commencer, pour construire l'avenir, pour le silence, pour l'ambiance, pour une saison, pour une vie. Et pour vous, ce sera quoi? Le tourisme recrute, des milliers d'offres sur monemploitourisme.fr. Voilà, donc un des exemples pour essayer de travailler à une catégorie, un secteur économique. On y retrouve un certain nombre d'éléments qu'on a mentionnés et qu'on abordera plus tard, qui est le ton qu'on va employer, le travail qu'on fait pour donner à voir toute la variété, la diversité des métiers et donc de leur attractivité pour un nombre important de candidats. Ça, c'était la première exigence pour nous, qui est de partir tout simplement du candidat. Le deuxième, c'est un changement presque culturel qui doit être fait, j'allais dire, dans les esprits de ceux qui gèrent une marque employeur et qui essaient de la déployer, c'est de rentrer de plus en plus dans des logiques et des leviers plus émotionnels. On est frappé que très souvent sur un site employeur, un site carrière, même dans les discours, on est finalement assez rationnel. On parlait du haut du funnel. Quand un candidat est en train de regarder un tout petit peu les choses, mais n'est pas nécessairement dans une recherche active, en gros, il n'a pas fait sa shortlist d'entreprise, le sujet, c'est de lui donner envie, tout simplement. Et donc, on va devoir de plus en plus recourir à des discours qui sont plus émotionnels, plus dans l'empathie, plus dans l'envie, peut-être plus impactants, peut-être plus différenciants, peut-être moins descendants, peut-être un peu plus publicitaires, qui ne l'était auparavant, ou dans le monde béni de la marque employeur il y a quelques années, quand c'était plus facile, même si ça n'a jamais été évidemment totalement facile, il suffisait de dire qu'on recrutait, de lister les postes pour que ça fonctionne. Là, il y a un sujet, on parlait de préférence, mais il y a un sujet d'attirer l'attention, bien entendu, et donc on va aller sur des registres plus émotionnels. Alors, autre exemple de Lidl, c'est hyper intéressant, parce que Lidl, on vous a montré une campagne très j'allais dire, rationnelle, factuelle sur la rémunération, et là, c'est une deuxième campagne que vous avez peut-être aussi vue, où on va faire, c'est du témoignage collaborateur, sauf que la voix est celle d'un membre de la famille, d'un proche. Où on va dire, ben voilà, ma femme, mon épouse, mon frère, ma sœur sont bien chez Lidl. Intéressant aussi, hein, pour renouveler un tout petit peu le genre, et pour aller sur des sujets qui, pour le coup, ont été finalement assez préemptés par la marque employeur, les discours de marque employeur, qui sont la qualité de vie au travail, notamment. Et surtout les campagnes où on utilise en fait les people sont souvent les collaborateurs. Là, c'est ce qui est innovant, c'est d'avoir utilisé justement la famille et l'entourage. C'est ça qui fait aussi un peu la distinction, parce qu'on a beaucoup de campagnes où finalement on met le collaborateur, ce qui est très bien, mais là on va un peu plus loin et c'est ce qui fait aussi que ça a bien fonctionné. Et ça permet de donner crédibilité au discours et puis de rafraîchir un tout petit peu le genre. On va en reparler parce que
j'allais dire, la vidéo métier faite par 99,9% des entreprises aujourd'hui est un exercice qui ressemble parfois à un exercice imposé et qui ne répond pas forcément à toutes les obligations justement d'impact ou justement d'émotion, où on surestime sans doute le temps passé par des candidats à se fader toutes les vidéos métiers de A à Z. D'autres exemples que vous avez sans doute vus et qui datent déjà, mais qui ont été intéressants, peut-être un peu précurseurs, où on va parler de la vie dans une entreprise. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine-là. On va essayer de faire remonter un sens, donner un sens au métier. Là, on a un exemple pour Transdev. Nous travaillons avec une filiale de la RATP sur ce sujet-là. Comment on peut dépasser simplement la dimension très fonctionnelle d'un métier. Le registre émotionnel, justement, sur les vidéos métiers, il va impliquer d'être sur du contenu beaucoup plus développé au-delà de la vidéo métier. Louis Vuitton fait des choses assez intéressantes. LVMH, de façon générale, alors qu'on va se dire, oui, c'est une marque qui est effectivement très puissante, mais ils ont, comme tous, des enjeux de recrutement, des enjeux de création de préférences par rapport à d'autres entreprises, et ils ont développé tout un travail qui s'appelle le Story Behind pour valoriser les différents métiers, qui est vraiment fait de façon extrêmement intelligente, avec énormément de profondeur, où on va parler de rationnel, bien sûr, avec l'explication des métiers, mais surtout donner envie de se projeter. On va vous montrer rapidement, puisqu'on parle de vidéo métier, une vidéo qu'on a fait déjà il y a quelques années pour KFC. Et ça va nous permettre d'illustrer un point sur la vidéo métier, justement. C'est compliqué de renouveler le genre. Nous, on part du principe que, oui, bien sûr, il faut, et on en a besoin, expliquer différents métiers, expliquer ce que ça veut dire. Notamment pour des candidats qui sont déjà un peu plus bas dans le funnel, sur lesquels ils sont en train de se poser des questions plus précises. Mais quid des candidats qui ne sont pas encore là, qui sont plus dans le haut du funnel? Et ceux-là, leur sujet, c'est pas de comprendre dans le détail un métier. Leur sujet, c'est qu'il se passe quelque chose, ils disent, tiens, j'y serais bien. Tiens, ça a l'air intéressant. Tiens, il y a quelque chose qui est en train de se nouer, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Ces gens-là ont l'air sympas, pour se dire de façon simple. Donc, c'est faire passer quelque chose. Et là, on n'est plus sur le registre émotionnel. Et je veux bien qu'en régie, on lance la vidéo KFC, s'il vous plaît. Lionel, charismatique avec un K. Directeur chez KFC, c'est son métier. Leader né, passionné, initier des projets, diriger, manager, faire évoluer, c'est en lui, c'est dans l'air qu'il se donne les moyens, c'est certain. Moyens techniques, moyens humains, il a la main. Compter, calculer, chiffrer, sur lui c'est sûr on peut compter. Ambitieux, déterminé, bienveillant, charismatique avec un K. Ses qualités chez KFC. Et toi, c'est quoi tes qualités ? Alors oui, on donne, dans cet exemple-là, qui en est un parmi d'autres, on donne des arguments RH. Mais dans le fond, ce qu'on fait vraiment, c'est essayer de créer une forme de proximité, une forme d'empathie en disant tu seras dans le monde qui peut te correspondre. Ça c'est un vrai point de conviction chez nous, c'est on travaille bien entendu avec vous sur le sujet, avec vous et beaucoup de clients sur l'EVP, l'Employer Value Proposition, qui est toujours l'exercice de base et qu'on ne conteste pas bien entendu. Il faut une promesse marque employeur. Sauf que des promesses marque employeur différenciantes, ou alors plutôt des promesses employeurs différentes, il n'y en a pas énormément. Sur le marché, il y en a peut-être une dizaine qui se courent après. Et pardon, je force exprès le discours. Construisons notre futur ensemble. Je pense que ou alors sur un mélange de futur ensemble, venez comme vous êtes, alors on mélange plein de choses, révélez votre potentiel. Finalement, on tourne toujours un tout petit peu autour des mêmes choses. C'est pas évident donc de se différencier sur la promesse marque employeur ou sur la signature marque employeur en elle-même. À notre sens, ce qui va beaucoup créer la différence, c'est la personnalité de la marque employeur. Comment elle parle, quel élément de langage elle utilise, quelle sémantique elle utilise. Pas simplement sur son site, mais de façon générale sur tous ses points de contact. Et ses annonces d'emploi, la façon dont elle va parler à des étudiants, les posts qu'elle va faire en activation sur les réseaux sociaux, les campagnes un peu plus institutionnelles, et même, si je vais plus loin, dans la façon même dont l'histoire de l'entreprise va être racontée lors d'entretiens de recrutement. Une marque, elle parle d'une certaine façon. Et on trouve que, ça c'est une photo de stock piquée sur Google, mais quand on va parfois sur des sites de marques employeurs, ou quand on regarde des discours ou des signes émis par les marques employeurs, c'est peut-être pas des photos de stock, mais on a le sentiment que ça en est souvent. On se dit, ah bah oui, il y a des gens qui sourient, ils ont l'air très bien parce qu'ils échangent et c'est super, et puis on voit un baby-foot au loin, et c'est super, ça a l'air à la fois dans la performance, etc. Je raisonne en termes de perception. Candidats, encore une fois, on surestime le temps passé, ils sont en train de faire d'autres choses au même moment, ils n'ont pas toute l'attention, ils sont comme des consommateurs, tout simplement.
Et donc ça ne dit pas vraiment de la personnalité. Comment peut... Alors nous, on développe très souvent des chartes rédactionnelles marque employeur, notamment pour parler des valeurs, parce que les valeurs d'une entreprise, une fois que j'ai dit innovation, agilité, entrepreneuriat et bienveillance, dès que je le dis, c'est un peu suspect de candidate washing. La bienveillance, l'entrepreneuriat, l'agilité, l'audace, quelle qu'elle soit, en fait, il faut arriver à les raconter sans les dire, d'une certaine façon. Et on est très fiers d'un travail qu'on a fait, on a accompagné Decathlon sur leur marque employeur, d'un travail qu'on a fait, alors exprimé là sous la forme d'un manifeste, hein, mais qui va donner le ton à toutes les communications marque employeur et finalement parler de preuves RH qui en elles-mêmes ne sont pas nécessairement complètement révolutionnaires et totalement différentes de tout ce qui est fait en RH par beaucoup d'entreprises, sauf que la façon dont c'est raconté permet justement de rendre ça un peu différenciant. Je vous lis juste le début. L'échauffement est terminé, tes coéquipiers, coéquipières sont prêts, prêtes, la partie peut commencer, mais avant d'entrer dans le terrain, on a des choses à se dire. D'abord, si tu veux bien, chez Decathlon, on se tutoie. Et puis entre nous, on ne dit pas Decathlon, on dit Decat. Oui, comme tout le monde, parce que Decat, c'est vraiment pas un employeur comme les autres, c'est une grande, très grande famille. La différence, c'est tout ce qui nous réunit et nous anime. Vous sentez un tout petit peu ce ton-là. Alors, vous allez dire c'est facile pour Decat, une très grande marque, une des plus populaires auprès des Français en général. Et ils se tutoient vraiment. J'avais une conversation avec un client il n'y a pas très longtemps qui me disait « Ah oui, on a envie de se tutoyer sur le discours marque employeur ». Je disais « Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est vraiment le cas ?» Chez Decat, c'est vraiment le cas. Donc, à la limite, c'est peut-être plus facile que dans d'autres entreprises. Néanmoins, il y a un gros travail qu'on a fait pour se dire c'est quoi, quels sont les éléments de langage de la marque. Et tout ça, ça vit de plein de façons derrière. Donc pour nous, c'est un élément majeur si on veut créer cette préférence qu'on évoquait au début. L'être émotionnel, avoir de la personnalité, tu peux peut-être en dire très mot parce que tu connais très bien cette campagne qu'on a fait pour Disneyland Paris. Très belle, voilà, très belle campagne. Et puis bon, alors c'est là aussi, on a un univers créatif qui nous permet de s'éclater aussi avec la communication. Ce qui est intéressant là, c'est que on voulait avoir une campagne qui se démarque et qui mette en avant en fait des points clés. Travailler à Marne-la-Vallée, c'est pas si évident que ça. Il y a plus de 500 métiers, on les connaît pas. Et surtout, on voulait aussi se différencier par rapport à la marque. Et on a signé la première campagne de recrutement sans le logo Disneyland Paris. L'univers étant tellement marqué qu'on n'avait pas forcément besoin de rajouter ce logo. Et ça a permis en effet de montrer des points clés qui n'étaient certainement pas connus de notre public avec cette première phase de marque employeur qui après s'est déclinée sur la partie métier. Donc beaucoup de créativité, mais on a aussi un environnement qui était plutôt sympathique. Alors je vais passer vite sur on n'a pas nécessairement le temps de vous montrer un film. On parlait de manifeste. De plus en plus, la marque employeur doit, en tout cas sur le haut du funnel, travailler, nous semble-t-il, sur des vidéos manifestes qui ont, nous semble-t-il, pour obligation d'être plus engageantes, plus émotionnelles, plus publicitaires. Parfois, elles sont un peu corporate, un peu descendantes, un peu déjà vues. Et nous, on est très attentifs à travailler sur des vidéos corporate, des vidéos manifestes, pardon, qui ne soient pas trop caricaturales d'une dimension très corporate et qui, j'en profite pour le dire parce qu'on n'a pas nécessairement un slide dessus, sont dans une forme de transparence et de vérité. Et on croit beaucoup à ça sur la marque employeur, on croit beaucoup à un discours consistant à dire, à sortir de, je le disais, de discours peu crédibles où on a le sentiment que tout est mieux dans le meilleur des mondes dans l'entreprise, mais d'assumer des différences et d'assumer aussi qu'on n'est pas nécessairement pour tous les candidats, qu'il y a certains qui seront bien, d'autres qui seront un peu moins bien, plutôt que d'essayer de cocher la longue liste des choses qu'on est censé faire de façon merveilleuse. Évidemment, mais on le sait tous, pour créer cette personnalité, créer de la connivence, de l'empathie, de la proximité et de l'engagement, qui est évidemment un mot-clé sur la marque employeur, à l'interne et à l'externe, s'adapter aux réseaux sociaux, puisque de plus en plus, la bataille, on va en reparler, elle se déplace sur des médias sociaux ou pas, mais grand public, donc, où la marque employeur est en concurrence finalement avec des marques commerciales ou avec des marques corporates, plus justement seulement avec des marques employeurs. Adapter le langage évidemment aux réseaux sociaux est clé. Un petit mot sur l'événementiel qui est hyper important évidemment et qui n'est pas nouveau sur la marque employeur. Je voudrais vous montrer, on en parlera 2 minutes après rapidement, la grande rencontre de l'emploi Leclerc que nous avons menée l'année dernière, que nous remenons cette année. Et je veux bien qu'en régie, on lance la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui est organisée la grande rencontre pour vraiment pouvoir dédier cette journée à parler emploi. J'ai donné mon CV, très bonne initiative, c'est très bien. Ça nous pousse à venir pour travailler quoi.
J'ai découvert les dessous, on va dire, de la grande distribution. Je pensais pas qu'on pouvait évoluer à ce point-là. Le fait de voir ce qui se passe derrière, ça m'a plus motivée d'en faire mon métier. J'espère. Les gens qui viennent nous voir vont découvrir des métiers qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est important de montrer tout ce qu'aujourd'hui on est capable de faire dans nos magasins. Dans la distribution, on peut vraiment grandir dans les métiers, voire changer de métier sous une même enseigne. Ça bouge beaucoup et donc ça touche un peu à tout, aux produits, aux services. Il y a des métiers passionnants. On a organisé ça dans des centaines de centres Leclerc. Le principe, c'était quoi? C'était comment peut-on répondre à des objectifs de recrutement considérables. On parle de plusieurs milliers de personnes sur des métiers qui ne sont pas toujours, on en parlait un peu avec Lidl, pas toujours très valorisés. On a évidemment utilisé le flux naturel du trafic qui va dans les centres Leclerc en disposant des stands avec toute une campagne de communication assez intéressante, assez maligne, assez dans le ton Leclerc bien entendu, qui devient maintenant un rendez-vous, en faisant découvrir à plusieurs centaines de candidats les coulisses. On a eu la chance d'avoir Michel-Édouard Leclerc qui évidemment est très actif, qui est un média en lui-même qui nous a bien sûr, qui a aidé à faire la promotion de cette opération. Résonance médiatique incroyable, plus de milliers de recrutements. Donc voilà, ça fait partie des opérations qu'on fait beaucoup à l'agence. On en a fait avec Patricia notamment sur une filiale, sur une banque. Voilà. L'enjeu sur les événements de recrutement, c'est comment on se différencie un tout petit peu, au-delà de l'efficience même, comment on travaille vraiment tout le funnel et le process de qualification. Et notamment, on travaille beaucoup sur cet aspect-là, à la fois en médiatisation, mais aussi tout en amont, pour faire redescendre du candidat qui va voir une annonce jusqu'à un candidat qui sera la bonne personne. En sachant en effet que Leclerc, avec l'avantage d'avoir une très belle vitrine, c'est peut-être un peu plus facile que pour d'autres secteurs d'activité, mais c'est vrai qu'on peut faire des événements tout aussi attractifs et dynamiques par rapport à la population à partir du moment où on a l'ensemble de l'écosystème. Et en effet, la partie activation et levier de candidature devient un élément clé avec ce fameux contenu. Troisième exigence, des preuves. Je reviens sur le funnel. On est dans le haut et là, on est en train de séduire, de donner envie. Puis plus on descend dans le funnel, plus il faut être dans des éléments extrêmement concrets. On en a parlé un peu quand on évoquait Doctolib sur la partie tech. Les marques employeurs ont pour nous un travail considérable à faire dans la profondeur et la précision du contenu. Très bon exemple de L'Oréal sur les apprentis et sur les stagiaires. Ils ont fait un travail considérable pour dépasser ce qui est souvent fait sur des sites carrières, c'est-à-dire bon bah voilà la petite ligne qui va bien en disant nous accueillons des apprentis et des alternants et c'est super, mais ils sont allés faire du contenu, ils sont allés utiliser des insights en comprenant bah, voilà ce qui se joue quand on est alternant, c'est qu'on a parfois peur d'être un peu laissé tout seul, un système de mentorat et une profondeur colossale de contenu derrière. Globalement, on sort de ça. Alors, c'est très marketé, très bien marketé. On sort de ça quand on est en posture de candidat en se disant « Ok, super, si je dois choisir entre L'Oréal et une autre entreprise qui est un peu dans mon champ de choix, tout d'un coup, c'est pas la même. » Et donc, ce travail-là, c'est un travail de branded content, vraiment, expression un peu vieillotte maintenant, mais qu'on emploie plus pour la communication corporate ou commerciale, mais qui pour nous doit être aussi une démarche de marque employeur, au-delà des quelques vidéos métiers qui se courent après, mais aller dans le détail, notamment sur les cibles en développant beaucoup plus la profondeur de contenu. Donner des preuves, c'est évidemment s'appuyer sur les collaborateurs comme premier vecteur de crédibilité et donc d'impact auprès des candidats. On sait très bien que toutes les études montrent que les candidats y croient plus leur réseau ou les collaborateurs d'une entreprise que simplement l'entreprise en elle-même. On n'a pas le temps nécessairement d'évoquer tout ça, mais l'employé advocacy, c'est des choses... Alors, il y a la cooptation d'un côté, qui souvent d'ailleurs peut être optimisée, mais l'employé advocacy, comment on identifie, on outille, on accompagne des ambassadeurs, qui soient appelés ambassadeurs ou pas, qui deviennent des vrais recruteurs d'une certaine manière, des vrais canaux, des incarnations de la marque employeur. Ça, c'est des programmes sur lesquels on travaille pour la RATP ou pour Thales, qui montrent un retour sur investissement assez colossal. Alors, il faut manier ça comme il faut. Il faut aller de façon itérative, en progression, mais ça peut être des vecteurs extrêmement puissants, à la fois d'image et de recrutement. Et dans tous les cas, vous avez aujourd'hui de toute façon déjà des collaborateurs qui sont en fait des mentors, et vous ne le savez peut-être même pas, puisqu'il y a de plus en plus de plateformes qui mettent en relation justement ces jeunes et les salariés. Et vous avez certainement dans des systèmes du type My Job Glasses ou autres, des collaborateurs qui sont déjà des mentors. Donc vous avez aussi quelquefois un bon terrain de jeu, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir en effet développer un programme d'advocacy.
Avant-dernière exigence, avant de te laisser la parole sur la partie activation, on va vite là-dessus, ça mériterait, d'ailleurs, je vais faire une proposition pas du tout malhonnête, on fait souvent avec nos clients des sessions de travail sur cet atelier, mais aussi en allant plus loin sur certains points. Là, en l'occurrence, la question du parcours candidat et la question notamment du point clé du site carrière est évidemment centrale, hein. Je reviens sur notre analogie sur le candidat consommateur. Le candidat consommateur, enfin, c'est comme un shopper, hein. Le candidat, un shopper, un smart shopper, dès qu'il y a un truc qui ne va pas bien dans l'expérience, il va passer à autre chose. Il n'a aucun état d'âme, hein, pour aller zapper et aller prendre un autre produit si son expérience d'achat n'est pas bonne. Et donc, c'est évidemment clé. Je reviens sur l'étude entreprise préférée, donc 10 000 étudiants dont je vous parlais. On leur pose notamment la question, qu'est-ce qui vous pousse à postuler au sein d'une entreprise? Et il vous dit 3 choses en premier: un processus de recrutement avec peu d'entretien, hyper rapproché. Et on sait que beaucoup d'entreprises ont travaillé ça, hein. Notamment certaines entreprises qui étaient allées très loin sur parfois plus de 10 interviews. Donc ça a été fait sans doute pas suffisamment. Un accès direct aux offres d'emploi, une candidature simplifiée, mais surtout dans le process de recrutement, rencontrer très vite des managers opérationnels. Donc c'est pas qu'ils ne veulent pas passer par la case RH. Ils comprennent bien qu'il faut passer par là, mais ça inverse sans doute l'ordre, et beaucoup d'entreprises l'ont fait. Et puis ça pose une question clé, qui est une vraie question RH, qui est comment on outille, on accompagne et on a les bons managers, qui ne soient pas simplement des communicants d'une expertise, mais qui soient aussi des recruteurs. Très vite sur la question site carrière, je vous laisse avec des mots-clés. On pourra vous faire un atelier dédié si vous le souhaitez. Il faut que ce soit simple. Bien entendu, encore une fois, on surestime le temps passé et le temps de cerveau disponible, pardon pour l'expression des candidats. Il faut que ce soit incarné avec des gens, il faut que ce soit le plus interactif possible, profond par les profondeurs de contenu, ergonomique et facilitateur. Et je vous invite à regarder Hubert, qui fait un très très bon boulot sur son site carrière, à la fois sur la partie séduction et sur la partie réassurance. Maintenant, Patricia, 10 grosses minutes pour que tu nous parles du sujet. On parlait de préférence. Oui, le sujet, c'est vraiment un sujet d'émergence. Ouais. Comment on fait le trou, préférence et émergence, et d'autant plus qu'on est aujourd'hui sur un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu. Je pense que personne est en présentiel et en distanciel ne dira le contraire. Vous avez tous cette problématique d'avoir mis en place des stratégies de recrutement. Vous avez des candidatures, mais on voit bien que ça s'effrite un peu et qu'on a un volume de retours sur annonce qui s'affaiblit de plus en plus. Donc en effet, le marché est tendu. Je peux vous sortir un chiffre parce qu'il est assez récent, il date d'à peine 15 jours. Aujourd'hui, on a 79% d'offres d'emploi, tout secteur d'activité confondu, versus 1er février 2020. Donc quand on voyait la confiance des candidats suite à l'étude, on voit bien aussi que les entreprises diffusent davantage d'offres, donc mécaniquement, vous avez moins de réponses à vos candidatures. Donc la partie émergence, elle est essentiellement liée en fait si j'envoie ma candidature, je suis candidat, on se met toujours dans la posture du candidat, et ben, il faut que ça a l'air bien. Alain, on a beaucoup parlé, donc là on est sur vraiment la partie marque employeur, contenu, ce qu'on va vous dire de vous sur les sites de notation, c'est plutôt subjectif, hein, donc je vais me renseigner, je vais voir si c'est bien, je vais faire un peu mon marché, donc je suis dans le haut du funnel si on reprend le début de la présentation. Ensuite, je vais arriver dans c'est bien, bah, finalement c'est bien parce que je vois le salaire, je vois bien la mission, la localisation me correspond, j'ai des informations sur la partie distancielle, vous allez voir, c'est un élément clé aussi, je referai un petit topo sur la partie annonce d'offres d'emploi parce qu'il y a des petits éléments et des clés de lecture qui font qu'on s'aperçoit que finalement en ajoutant quelques éléments clés dans une annonce d'offre d'emploi, bah, vous augmentez potentiellement le nombre de retours de candidatures. Et le dernier point qui est crucial, mais vraiment crucial, c'est facile. C'est facile de postuler sur mon site. J'ai un parcours candidat qui est hyper fluide. Et aujourd'hui, voilà, pour faire beaucoup de plans médias, on s'aperçoit que finalement, on arrive en fait à drainer de la candidature, mais il n'y en a que 30% qui finalement répondront à vos annonces et arriveront en fait dans votre ATS ou auprès de vos recruteurs. Donc vous avez une perte qui est quand même colossale. Donc cette partie-là, je sais que c'est pas la plus facile, mais aujourd'hui on a des sites qui sont maintenant plus intelligents, on a des outils, on a des innovations et il faut vraiment les appréhender lorsque vous vous reposez des questions sur votre site. Alors le funnel, on a parlé, je ne vais pas revenir sur cette partie-là. La deuxième best practice qu'on peut peut-être challenger, c'est que vous faites forcément tout ça.
Vous avez des job boards, on va dire, dits traditionnels. Vous faites certainement un peu de programmatique maintenant. On pourra en reparler. Vous travaillez sur les agrégeurs. Donc, vous avez cet écosystème un peu global. C'est très bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas complètement tout supprimer. On voit souvent des recruteurs ou des DRH qui me disent finalement, bon, j'ai plus tellement envie de travailler avec Monster. J'ai plus envie de travailler avec ça. Qu'est-ce que je peux faire d'innovant? Non, vous avez quelquefois des socles qui marchent bien. Donc, négligez pas vos socles et agrégez en fait des mix médias qui vont faire que vous allez capter l'attention un peu partout. Mais ça veut dire quoi pour capter? Ça veut dire qu'on revient toujours à cette notion de mise en cohérence et de contenu. Donc je vais revenir sur le contenu. Le contenu, il est roi. Dans les deux sens, il est roi parce qu'il est important, et il est roi dans le ROI, puisque les algorithmes, les moteurs de recherche, toutes ces innovations vont faire en sorte que vous allez remonter de façon plus ou moins intéressante auprès des candidats. Donc, je sais bien que c'est assez classique de se dire qu'il faut mettre votre écosystème en cohérence, mais il y a encore beaucoup d'incohérences dans les systèmes et dans la démultiplication en fait, de votre marque employeur. Vous avez des outils qui sont aussi très intéressants, comme les annonces, ce qu'on appelle les annonces augmentées ou les annonces chartées, où vous pouvez rajouter du contenu. On peut mettre des images, on peut mettre de la vidéo. Donc, ça vient nourrir aussi, à travers la petite annonce d'offre d'emploi que je vais lire, moi en tant que candidat, des éléments complémentaires. Ça peut être un collaborateur qui me parle de la mission sans que je la lise. Voilà, donc n'hésitez pas en fait à regarder un peu avec vos job boards ou avec vos agences ce que vous pouvez acheter et de mettre sur des espaces qui ont dit un peu plus premium. C'est un petit peu du budget supplémentaire, mais c'est du rendement derrière qui vous assure des candidatures. La partie annonce, on en parlait. Donc l'annonce, elle est cruciale. Aujourd'hui, l'annonce, c'est un outil de communication et les candidats ne sont pas dupes. Ils lisent très bien vos annonces et ils passent très vite et ils zappent très très vite sur l'annonce. Donc si elle n'a pas cette notion d'ADN dont on parlait tout à l'heure, de personnalité, ça va être zappé. En fait, on a encore trop d'annonces qui sont des duplications. Alors, pour les anciens recruteurs, je ne vais pas parler du ROM, mais un peu. Fichte, voilà, le fameux ROM, je décris, voilà. Et puis, on cherche le mouton à 5 pattes, ça ne marche plus. Et après, il y a des petites astuces aussi. C'est qu'on a des annonces, vous voyez, il y a un exemple d'alternance, là, c'est des kilomètres, il faut s'accrocher pour lire le texte. Donc, il faut vraiment regarder la concision de votre texte et vous allez voir que vous allez augmenter et globalement, pas plus de 2000 caractères. Voilà, ça c'est des petites astuces, des petits tips que je vous donne qui vont faire que c'est important. On parlait également tout à l'heure de rémunération. À travers les études qu'on peut mener avec les partenaires avec lesquels on travaille, et quand on interroge un peu les candidats, donc vraiment les candidats qui regardent les offres d'emploi, il y a 3 éléments clés aujourd'hui qui remontent dans leur dimension. 1, l'annonce qui a la rémunération. Une annonce qui va parler de géolocalisation, mobilité, où se trouve le poste. Et vous avez des petites astuces de dire c'est à moins de X kilomètres de mon habitation. Et le 3e, c'est la notion de télétravail, le distanciel. Ces 3 éléments-là sont extrêmement regardés par les candidats. Donc, pensez à revoir vos annonces si vous n'avez pas commencé à injecter un peu ce type de contenu employeur. Après, on parlait de brand content. Donc, indispensable, il faut développer, continuer, travailler sur vos métiers, sur vos activités. Vous voyez, la campagne du tourisme, on en parlait tout à l'heure, on a une complémentarité de toute la communication qui est faite on a à la montré que télé. Le film qui était qu'une partie, voilà, qui est un dispositif. spot radio, mais on va beaucoup plus loin en granularité. On descend en fait sur des présentations de métiers, pour la reconversion, pour la formation, pour des portraits, et on continue cette partie. Donc c'est hyper important de garder la déclinaison autour de votre écosystème. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier aussi, il y a plein d'innovations qui deviennent intéressantes aussi avec vos partenaires médias. Donc, regardez bien la capacité d'accompagner en fait des actions de communication avec, par exemple, Capgemini ou PwC avec ce qu'on appelle de l'EBA maintenant, l'Employer Branding Ads, qui permet de travailler la notoriété et d'amener de la candidature supplémentaire ou shortlist si on regarde Job Teaser pour ne pas le citer. Les emailing, alors en effet, c'est un produit, un objet, une action qu'on utilisait beaucoup il y a un certain temps et qui aujourd'hui, je ne dis pas revient à la mode, mais permet là aussi d'avoir un contenu, une information. Ça fonctionne bien à partir du moment où vous êtes aussi dans cette communication un petit peu directe, vous donnez les informations, un contenu personnalisé et vous allez voir, vous allez avoir des retours assez intéressants. Donc les boîtes mail des candidats, ça devient aussi une action complémentaire pas inintéressante.
En préparant aussi l'avenir. Alors, vous avez aussi, voilà, dans la partie attractivité métier, une population à convertir plus jeune. Et aujourd'hui, on a aussi des outils qui permettent d'aller toucher ces fameuses cibles de jeunes. Hein. Alors, ça peut être du collégien, du lycéen, avec Nomade Éducation, si vous ne le connaissez pas. Et on a Study Smarters qui arrive sur le marché français et qui permet là aussi d'avoir des actions extrêmement ciblées. On a beaucoup de data. Il faut savoir que la data s'est énormément développée au niveau des médias et on arrive à travailler avec nos personas pour aller chercher la personne dans sa formation ou son master ou son option quand elle est sur des plateformes de révision en ligne, puisque ce sont des plateformes de révision en ligne. Un étudiant, il passe en moyenne 2 à 3 heures et va le consulter 3 à 4 fois dans la semaine. Donc on a une cible extrêmement captive. Activer bien évidemment le fameux mix média dont je parlais tout à l'heure, hein, donc ne pas supprimer forcément les job boards dits traditionnels, mais par contre agréger en effet des stratégies complémentaires sur du Google Search, en allant chercher en effet des réseaux sociaux, en adaptant aussi vos contenus aux réseaux adaptés. On ne va pas faire du TikTok avec une communication très institutionnelle. Il faut être dans les codes du TikTok. Justement, troisième best practice aussi, on peut surfer sur les grands médias. Je pense qu'on a vu de plus en plus émerger aussi de très très belles campagnes en affichage. Donc c'est pas le bon slide, mais c'est pas grave, je peux commencer par les réseaux sociaux, ça marche aussi. Voilà, donc vous avez un petit exemple avec Saint-Gobain sur une petite campagne qui a été faite sur TikTok sur des profils de magasiniers technico-commerciaux. Ça a été fait par les collaborateurs, avec les collaborateurs, ça a super cartonné. On n'est pas encore sur de la conversion à 100%, mais on voit bien que de plus en plus on a des astuces pour travailler sur des métiers, le profil de prothésiste oculaire sur Facebook avec une approche très innovation fonctionne bien. On a aussi, là ça commence à émerger, alors c'est pas encore sur le marché français mais ça ne devrait pas tarder à arriver, la partie TikTok et Insta où on va pouvoir avoir ce qu'on appelle le résumé CV. Donc on voit émerger aussi des outils qui s'adaptent aussi aux candidats et au fait de pouvoir postuler directement en fait sur TikTok. Là je vous ai donné 2 exemples, ça part tout seul. 2 exemples mais qui peuvent voilà, être intéressants à regarder. Et enfin, là c'est aussi extrêmement intéressant de décliner cette image auprès du grand public sur des enjeux de recrutement. Donc je voulais vous passer très rapidement la vidéo parce qu'elle est très sympa sur EasyJet qui a profité en fait d'un moment très intéressant avec la sortie de Top Gun pour aller chercher non pas les collaborateurs mais les enfants de collaborateurs et de faire en fait une vidéo employeur très émotionnelle et qui fonctionne bien. Alors même si on utilise souvent les enfants dans les campagnes de communication, c'est pas grave, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc Régie, si vous voulez bien nous envoyer la vidéo, c'est top. Okay everyone, listen up. You're going to be flying passengers on their holiday all across Europe. You two Mavericks are going to be training for EasyJet. Are you ready? Yes, Captain! Easy 2410. What's your position? I'm sitting down and about to use a ham and cheese toaster. Easy 2410. Clear to land. Another perfect flight. Congratulations. Now get your butts back to base. This is Easy 2410 requesting a celebratory fly past. Negative. We have 200 passengers. We need to get to Malaga before cocktail hour. Anyone for volleyball? No? Voilà, donc très bon exemple en fait, voilà, de surfer un peu sur voilà, cette communication un peu émotionnelle et qui a permis donc à EasyJet de faire un petit carton en termes de recrutement sur son marché local. Alors capitaliser en effet sur l'audience des sites grand public, donc il ne faut pas négliger en fait ces sites affinitaires et d'oser aller vers des sites de contenu sur Le Bon Coin, sur 20 minutes, avec voilà, toute une particularité d'habillage et de communication ciblée.
L'affichage, alors l'affichage aussi, là c'est quelque chose qui émerge beaucoup. Je pense que si vous prenez les transports en commun, il y a plein de campagnes de communication de recrutement actuellement. Ça passe par les banques qui recherchent des profils IT, les auditeurs en légal. J'étais dans le métro tout à l'heure, il y avait une nouvelle campagne sur les auditeurs dans le légal. Vous avez les sapeurs-pompiers aussi qui utilisent leur camion pour faire passer aussi des messages de recrutement. Et c'est des campagnes de communication qui sont abordables. Donc en fait, on peut de plus en plus travailler des dispositifs médias en intégrant en fait de l'affichage, voire de la radio, à des budgets tout à fait raisonnables et qui permettent de compléter votre dispositif de mix média de façon assez affinée et un peu stratégique et tactique. Très rapidement, le quatrième élément clé, c'est la mesure. On a encore beaucoup de difficultés à récupérer entre guillemets des datas assez fiables pour justement mesurer l'efficacité d'un plan média, travailler en fait sur les ajustements. Ça vient, moi je trouve qu'on commence à avoir vraiment de plus en plus d'éléments et parce qu'on arrive aussi sur des outils dits à la performance, donc on regarde de plus en plus les ROI, mais vous avez aussi des outils qui existent sur le marché, donc je vous invite vraiment à les rencontrer et à regarder ce qu'ils peuvent vous apporter, de pouvoir en fait mettre dans une seule et même plateforme en effet l'ensemble de vos dispositifs, que ce soit des dispositifs internes ou du dispositif externe, je pense à la cooptation, pour avoir en fait une vision globale de où arrivent vos candidatures, combien vous coûte une candidature, comment est-ce que je réajuste, comment j'utilise ma CVTech, voilà, donc ça c'est très important, donc n'hésitez pas à regarder un peu ce qui se fait sur le marché, il y a de très bons produits, là c'est un exemple avec Data Driven que vous pouvez rencontrer et en effet vous aurez des dashboards qui sont hyper ergonomiques, vous appuyez sur un bouton, vous avez l'information en 1 seconde et en temps réel puisque c'est plugué en fait à votre site carrière et à votre ATS. Merci Patricia. Quelques mots pour finir, on est dans les temps. Alors le comment faire, je ne sais pas si on a la réponse à tout, mais il nous semble qu'il y a 2 conditions pour répondre aux exigences qu'on avait évoquées, exigences de storytelling, d'engagement, exigences de personnalité, exigences d'émergence. La première, c'est la collaboration communication et RH, ou direction de la communication et direction RH. On sent que les choses bougent ici, hein, que parfois d'ailleurs la marque employeur est séparée, le sujet ou le chantier marque employeur est séparé entre ces 2 entités-là. Parfois ça bouge, parfois c'est pas très clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les COMEX, les patrons, on considère que c'est un sujet stratégique et donc il faut redescendre entre guillemets cette pression à la fois auprès des équipes RH, mais aussi des équipes de direction de la communication. Et on sent bien que la fluidité de la collaboration est indispensable. Elle l'a toujours été, elle l'est encore plus aujourd'hui, d'autant plus que les budgets, même si des coûts sont abordables et on peut être malin, smart pour faire des choses, les budgets parfois toujours sont contraints et ne sont pas nécessairement, alors ça c'est l'agence qui parle, nécessairement à la hauteur des enjeux d'émergence et du ticket moyen, hein, qui a largement augmenté, puisqu'encore une fois la marque employeur aujourd'hui est en concurrence face à d'autres marques, à plus de marques employeurs et à d'autres marques. Donc les moyens ne sont pas encore là, on espère qu'ils le seront pour pouvoir à la fois émerger mais durer dans le temps aussi, continuer à intéresser régulièrement les candidats et donc faire marcher le budget de façon plus efficace va impliquer que la direction de la communication et la direction RH travaillent très bien ensemble. Puis le deuxième, c'est la méthodologie, la méthode pour y arriver. Alors 2 choses, nous, sur notre propre méthode, on a une méthodologie qu'on appelle 4D assez classique d'un côté, donc Discover, Define, Design, Deploy. On va comprendre un existant, on va co-construire une plateforme, on va designer, donc traduire créativement, puis ensuite on va déployer. De plus en plus, on est conduit à travailler avec nos clients dans une démarche vraiment de co-construction. Ça, c'est un exemple qu'on a fait pour un de nos clients qui s'appelle CFAO, où on considère que la marque employeur est un véritable chantier RH. C'est un programme RH en soi. On le brande, là on l'a appelé Forward Together, ça dit ensemble, créons notre culture et passons au niveau supérieur. Et en fait, la marque employeur est un programme RH et on va faire travailler des collaborateurs, pas tous bien entendu, au-delà même de la communauté RH pour développer ensemble la marque employeur. Là, ça prend un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que c'est ouvert à tout le monde et qu'on va faire un sondage pour savoir quelle est la meilleure EVP ou la meilleure personnalité. On garde une forme de contrôle, mais on va faire travailler en petits groupes, en squad par exemple, des collaborateurs
avec les équipes RH pour développer comment on pourrait prendre le sujet des belles histoires et des métiers, comment on pourrait trouver le sujet de l'événementiel. On les fait travailler ensemble. Et l'implication, pour le coup, l'engagement, qui est évidemment, encore une fois, un mot-clé, des collaborateurs, est évidemment, dans ce cas-là, beaucoup plus fort, parce qu'on communique sur ce programme à l'interne, en utilisant les intranets, par exemple, beaucoup plus fort cet engagement que un simple kit marque employeur qu'on va faire en envoyant aux collaborateurs, leur disant voilà la nouvelle marque employeur, est-ce que vous êtes content? On n'est pas du tout dans la même logique, on est beaucoup plus dans la co-construction, plus ambitieux, ça doit être managé pour que ce ne soit pas trop une usine à gaz, mais ça fonctionne de façon très efficace. Voilà en quelques mots ce qu'on voulait vous raconter. On espère que ça vous a, en digital ou en présentiel, intéressé, qu'on vous a ouvert un tout petit peu les perspectives. Bien entendu, on n'a pas pu aller nécessairement dans le détail sur tous les sujets parce qu'on pourrait faire un atelier qui dure des heures et personne n'a le temps, ou une journée, voire même plus. C'est un sujet, on le disait, à la fois complexe mais extrêmement passionnant. On espère qu'on vous a donné des pistes. Je voudrais vous laisser sur une vidéo pour vous parler d'un événement que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle les Assises de la parité, qu'organise depuis plusieurs années maintenant l'International Women Forum, en tout cas la branche française. EPOCA est un partenaire puisque nous organisons chaque année cet événement qui, en gros, regroupe tout le monde, tous ceux qui ont à cœur de faire avancer la cause de la parité, des milliers de participants, des entreprises, des startups, des influenceurs, de la sphère politique, tous ceux qui sont mobilisés pour transformer et vraiment accélérer sur ce sujet-là, seront aussi au rendez-vous le 19 juin. Le 19 juin, notez cette date et je vous laisse donc sur une petite vidéo qui vous en dit plus. Merci encore 1000 fois de votre attention et si on peut lancer la vidéo en régie. International Women's Forum est un réseau unique qui rassemble plus de 7000 femmes influentes au niveau mondial et nous sommes plus de 200 en France. Nous œuvrons pour l'égalité femmes-hommes dans les enjeux sociétaux et contribuons notamment à intégrer les femmes au sein des instances décisionnelles des entreprises. Nous avons décidé il y a près de 5 ans de créer les Assises de la parité pour rassembler au travers d'un dispositif unique tous les acteurs engagés sur ce sujet et participer activement à faire bouger les lignes. L'occasion notamment de se mettre en mouvement collectivement, de partager et aider à mettre en pratique les initiatives qui fonctionnent en France et à l'international, de décrypter les grandes tendances et de mobiliser largement en interne et en externe. Les Assises de la parité 2023 se tiendront sur le thème de la transformation en présence de milliers de décideurs, influenceurs et politiques. Transformation car malgré la réglementation au niveau français comme au niveau européen, quand on regarde attentivement les chiffres et la composition des COMEX, les résultats n'y sont pas. Et trop nombreux sont encore les métiers carrières et filières genrées. Transformation car quand on analyse l'accès à l'entrepreneuriat, le financement des startups et de l'écosystème entrepreneurial, la parité est loin d'être atteinte. Transformation car l'orientation scolaire et les parcours professionnels n'impactent pas suffisamment l'objectif paritaire. Transformation car la parité est loin d'être une réalité dans les salaires. Transformation car trop de biais conscients ou inconscients, individuels ou collectifs, culturels ou organisationnels sont encore présents au sein de notre société. Transformation car les bonnes pratiques, les initiatives qui fonctionnent, les réussites d'autres pays sont insuffisamment partagées, reprises, réexploitées. Transformation, car on recherche souvent que des rôles modèles, alors qu'il faut avant tout créer des conditions de réussite. Au regard de vos envies, engagements et objectifs en matière de parité, je compte sur vous pour rejoindre et élargir notre collectif composé d'une 50aine d'entreprises et institutions. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'association intervienne d'une manière ou d'une autre au sein de votre structure, en amont et ou en aval des Assises de la parité 2023.